peu avec un médicament contenant du valproate. Il y a près de 20 ans, lorsqu'elles désirent chacune fonder une famille, elles se renseignent sur les dangers du traitement. Mais aucun de leurs médecins ne les mettra en garde. Pourtant, aujourd'hui, leurs 2 familles sont marquées à jamais par cette décision. Souvenez-vous, en avril dernier, elle s'était confiée à nos caméras. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Pourquoi on ne m'a pas laissé le choix? Pourquoi on n'en a pas discuté? C'est pas dû à la fatalité, c'est dû à un médicament qu'on a pris. Il est grand temps que les autorités de santé prennent le relais et écoutent ce qu'on a à dire. C'est pas ma faute et mes enfants doivent en pâtir, c'est pas juste. Ces 2 mamans sont épileptiques depuis leur plus jeune âge et prennent le même traitement à base de valproate. Une molécule efficace pour soigner leur crise, mais qui peut poser problème lors d'une grossesse. Il y a quelques années, la maman de Robin en a découvert les effets indésirables. Il a commencé à avoir des petites différences, il ne regardait pas spécialement dans les yeux, il avait l'air distrait, voilà, des petits comportements plus différents des enfants de son âge. J'ai vraiment tout entendu jusqu'à quand je me suis rendu compte que mon fils souffrait d'autisme. Quelques années plus tard, alors que son 2e enfant est diagnostiqué autiste lui aussi, Nathalie met ça sur le compte de la fatalité. Ce n'est qu'en 2011, alors qu'elle relit la notice du valproate, qu'elle fait enfin le lien. La notice avait changé, à tant soit peu, une petite ligne supplémentaire en parlant de troubles autistiques possibles chez les enfants. Là, évidemment, on a un sentiment évidemment, de colère, à se dire mais pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'on a laissé aller ça pendant toutes ces années? Robin et Jérôme sont donc 2 enfants atteints du syndrome valproate. Et ils ne sont pas seuls à devoir affronter cette souffrance quotidienne à cause d'une molécule présente sur le marché belge depuis 1970. J'ai donc 3 enfants qui sont touchés par le syndrome valproate et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, il y a 2 ans. On est indirectement responsable parce que je suis épileptique et j'ai dû prendre un médicament et c'est ce médicament qui a fait que mes enfants ont des difficultés. Dysphasie, autisme, problème de comportement, le bilan est lourd. Pourtant, cette maman aurait demandé conseil à plusieurs reprises avant de fonder une famille. J'ai lu la notice, il était indiqué uniquement qu'il fallait surtout pas arrêter le traitement et qu'il fallait que je voie mon neurologue, ce que j'ai fait immédiatement. Et lui m'a dit qu'il n'y avait aucune contre-indication et que je n'avais même pas plus de risque que n'importe quelle femme d'avoir des enfants handicapés. Pourtant, selon Nathalie et d'autres parents victimes du valproate, les institutions scientifiques connaissaient les risques depuis bien longtemps. On a tenu à l'écart tellement de gens. Comment est-ce qu'ils ont pu continuer à prendre cette décision-là de laisser les femmes prendre ce médicament? Les premières alertes ont été données dans les années 80. Mes filles sont nées en 2001. Donc à ce moment-là, c'est certain qu'ils le savaient. Conscients de leurs différences, les enfants de Nathalie souffrent de la situation. Pour eux aussi, c'est l'incompréhension. Mes enfants, quand ils reviennent de l'école en se disant voilà, on s'est moqué de moi. Moi, ma fille m'a déjà dit pourquoi ce médecin ne t'a pas dit? C'est horrible parce que on a envie de prendre toutes leurs souffrances et pour nous et on ne peut pas. Alors que le nombre d'enfants touchés par le syndrome valproate ne cesse d'augmenter, la maman de Robin et de Jérôme décide de créer une association en 2014. Elle devient alors présidente de cette ASBL qui compte aujourd'hui près de 80 familles. On se rendait compte que les victimes étaient toujours de plus en plus nombreuses. Nous avons contacté les autorités de santé et les autres associations dans les autres pays européens de même pour pouvoir faire changer les choses, pour avoir une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Heureusement, ces dernières années, il y a eu des changements. En effet, les experts de l'Agence fédérale des médicaments ont réévalué les risques du valproate et en 2013, la notice a été complétée. Donc on a clairement mis dans la notice que pour les enfants adolescents du sexe féminin et pour les femmes en âge de procréer, que le valproate est uniquement un traitement en dernière ligne.
donc après échec des autres traitements anti-épileptiques. Après, maintenant, on n'est pas encore assez loin dans la démarche, puisque même si la notice est très complète, il faut encore aller plus loin. Aller plus loin, c'est notamment déterminer les différentes responsabilités de ce scandale sanitaire. Depuis 2017, 4 familles ont décidé de saisir la justice. Leur avocat semble déterminé à gagner cette bataille. Je crois que les mamans sont en colère, et c'est une juste colère parce que l'injustice est quand même profonde. Qui est responsable? Est-ce que ce sont les usines pharmaceutiques? Est-ce que c'est le prescripteur? Est-ce que c'est l'agence des médicaments? Est-ce que c'est le pouvoir public? Ça, le juge devra le savoir, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien entre la prise de valproate et la pathologie des enfants. Depuis plusieurs années, la responsabilité des médecins semble clairement établie. Une erreur de prescription qui ne doit plus se reproduire. Pour Nathalie, il était donc urgent que les effets du valproate soient davantage connus. Depuis des mois, elle se battait pour rencontrer la ministre de la Santé, sans succès. Face à notre caméra, Maggie de Bloch expliquait pourtant certaines mesures. Campagne d'information, rappel visuel sur les boîtes de médicaments, des projets de loi soutenus par Nathalie. J'ai demandé d'examiner la possibilité de faire des pictogrammes sur tous les médicaments qui ont le valproate. Et ça, on sait que la France l'a annoncé, mais il faut le mettre sur l'agenda européen. Il est inconcevable que demain, des mamans n'aient pas cette information et qu'elles ne puissent pas, en toute connaissance de cause, décider de leur avenir. C'est ce qui est vraiment primordial. Informée, sensibilisée, l'association des victimes du syndrome valproate n'était qu'au début de son combat. Les familles concernées doivent notamment faire face au manque cruel d'infrastructures pour accueillir leurs enfants dont le statut de victime n'est toujours pas reconnu. On veut être reconnu, mais on veut être reconnu pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'après, il y a un après et il faut en tenir compte. Moi, je veux partir un jour sereinement, me dire que j'ai tout fait pour que mon enfant soit bien. Peut-être créer un centre et qu'il soit bien. C'est pas parce qu'il est différent et handicapé que je ne peux pas espérer le meilleur pour lui. Quatre mois se sont écoulés depuis la diffusion de notre reportage. Et nous décidons de retrouver l'une de nos témoins. La situation a-t-elle évolué? Des avancées ont-elles été opérées en la matière? Audrey a posé ses questions à Nathalie. Nathalie, est-ce qu'il y a eu des avancées positives depuis la diffusion de notre reportage? Oui, en effet, il y a une avancée assez importante, donc c'est que nous retrouvons sur les boîtes de médicaments à base de valproate uniquement le médicament premier. On retrouve un avertissement concernant la dangerosité du médicament. Malgré tout, nous pensons, nous en tant qu'association de patients, que ça ne va pas assez loin. Au vu de ce qui se déroule déjà dans les autres pays, et notamment en France, où là, ils ont carrément donc, des avertissements visuels avec un texte, et tout ça en rouge et en noir. Donc quelque chose de vraiment plus visible. En Belgique, ça passe presque inaperçu pour la patiente. Aujourd'hui, donc, il n'est pas encore question en Belgique que ce logo apparaisse sur les boîtes. Ah, pour le moment, c'était une promesse de la ministre au mois de mars et nous voyons toujours rien venir. Justement, la ministre, vous souhaitiez la rencontrer, donc Maggie de Bloch. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer? Madame de Bloch ne souhaite toujours pas nous rencontrer. C'est pas faute d'essayer, à un moment donné, d'avoir une discussion de fond avec elle. Je crois que ce serait important qu'elle rencontre les associations de patients, au vu aussi de ce qui se passe quelque part en France, où là, quelque part, les avancées sont nettement plus importantes. Via notre émission, Nathalie réitère donc sa demande. Elle souhaiterait rencontrer la ministre de la Santé, Maggie de Bloch, afin d'apporter des solutions encore plus concrètes. Notre reportage a toutefois permis d'informer certains parents. Nathalie, est-ce que suite à la diffusion du reportage, vous avez des gens qui vous ont contacté parce qu'ils ont été interpellés ou parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient dans la même situation que vous? Oui, nous avons des familles qui nous ont contactés, qui n'étaient pas du tout au courant. Et c'est grâce à ce genre d'émission que finalement les gens se rendent compte de quoi souffre leur enfant et pourquoi. Et donc ils sont très interpellés. Donc il y a encore beaucoup de familles qui ne sont pas au courant. Est-ce que si
on arrête ce médicament avant de tomber enceinte, les risques du coup sont nuls? Nous nous interrogeons largement parce qu'on se rend compte justement que cette molécule fait vraisemblablement beaucoup plus de dégâts qu'on imagine. On s'interroge très fort quant aux enfants qui prennent cette molécule, aux papas qui en prennent et aux descendants des enfants qui en ont reçu pendant la grossesse de leur maman. Les effets néfastes de la molécule sont donc peut-être encore pires. Et Nathalie insiste, certains médecins prescrivent toujours le médicament à des futures mamans. Le combat est donc loin d'être terminé. Nathalie, aujourd'hui, l'ASBL continue son combat, il y a encore beaucoup de choses à faire? Oui, tout à fait. Donc l'ASBL continue à accueillir les victimes, à les informer, à les aiguiller, donc à les aider dans leur cheminement, avec le handicap de leurs enfants, la reconnaissance du handicap. Et alors, il y a la partie juridique, où donc des familles ont déposé plainte en janvier 2017. Et justement, est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à cette plainte que vous avez déposée? Oui, le dossier avance. Donc, on a une juge d'instruction qui a été nommée. L'avocat poursuit ses investigations. La juge d'instruction instruit le dossier. Les familles ont été entendues, puisque c'est une plainte au pénal qui a été déposée. Et donc, voilà, on continue à rassembler les pièces et à être entendu, écouté. Donc on espère être convoqué prochainement par la juge d'instruction. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir reçus aujourd'hui. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour la suite et puis on ne manquera pas évidemment de prendre de vos nouvelles régulièrement. Merci Audrey. C'est ici que nous nous quittons. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour déjà la dernière émission consacrée au suivi de l'été. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir. Nathalie sont épileptiques et depuis l'adolescence, elles se soignent toutes deux avec un médicament contenant du valproate. Il y a près de 20 ans, lorsqu'elles désirent chacune fonder une famille, elles se renseignent sur les dangers du traitement. Mais aucun de leurs médecins ne les mettra en garde. Pourtant, aujourd'hui, leurs deux familles sont marquées à jamais par cette décision. Souvenez-vous, en avril dernier, elles s'étaient confiées à nos caméras. Pourquoi on ne me l'a pas dit? Pourquoi on ne m'a pas laissé le choix? Pourquoi on n'en a pas discuté? C'est pas dû à la fatalité, c'est dû à un médicament qu'on a pris. Il est grand temps que les autorités de santé prennent le relais et écoutent ce qu'on a à dire. C'est pas ma faute et mes enfants doivent en pâtir, c'est pas juste. Ces deux mamans sont épileptiques depuis leur plus jeune âge et prennent le même traitement à base de valproate. Une molécule efficace pour soigner leur crise, mais qui peut poser problème lors d'une grossesse. Il y a quelques années, la maman de Robin en a découvert les effets indésirables. Il a commencé à avoir des petites différences, il ne regardait pas spécialement dans les yeux, il avait l'air distrait, voilà, des petits comportements plus différents des enfants de son âge. J'ai vraiment tout entendu jusqu'à quand je me suis rendu compte que mon fils souffrait d'autisme. Quelques années plus tard, alors que son deuxième enfant est diagnostiqué autiste lui aussi, Nathalie met ça sur le compte de la fatalité. Ce n'est qu'en 2011, alors qu'elle relit la notice du valproate, qu'elle fait enfin le lien. La notice avait changé, à tant soit peu, une petite ligne supplémentaire en parlant de troubles autistiques possibles chez les enfants. Là, évidemment, on a un sentiment évidemment, de colère, à se dire mais pourquoi et qu'est-ce qui a fait qu'on a laissé aller ça pendant toutes ces années? Robin et Jérôme sont donc deux enfants atteints du syndrome valproate. Et ils ne sont pas seuls à devoir affronter cette souffrance quotidienne à cause d'une molécule présente sur le marché belge depuis 1970. J'ai donc 3 enfants qui sont touchés par le syndrome valproate et c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, il y a 2 ans. On est indirectement responsable parce que je suis épileptique et j'ai dû prendre un médicament et c'est ce médicament qui a fait que mes enfants ont des difficultés. Dysphasie, autisme, problème de comportement, le bilan est lourd.
Pourtant, cette maman aurait demandé conseil à plusieurs reprises avant de fonder une famille. J'ai lu la notice, il était indiqué uniquement qu'il fallait surtout pas arrêter le traitement et qu'il fallait que je voie mon neurologue, ce que j'ai fait immédiatement. Et lui m'a dit qu'il n'y avait aucune contre-indication et que je n'avais même pas plus de risque que n'importe quelle femme d'avoir des enfants handicapés. Pourtant, selon Nathalie et d'autres parents victimes du valproate, les institutions scientifiques connaissaient les risques depuis bien longtemps. On a tenu à l'écart tellement de gens. Comment est-ce qu'ils ont pu continuer à prendre cette décision-là de laisser les femmes prendre ce médicament? Les premières alertes ont été données dans les années 80. Mes filles sont nées en 2001. Donc à ce moment-là, c'est certain qu'ils le savaient. Conscients de leurs différences, les enfants de Nathalie souffrent de la situation. Pour eux aussi, c'est l'incompréhension. Mes enfants, quand ils reviennent de l'école en se disant « voilà, on s'est moqué de moi », moi, ma fille m'a déjà dit « pourquoi ce médecin ne t'a pas dit ?» C'est horrible parce qu'on a envie de prendre toute leur souffrance pour nous et on ne peut pas. Alors que le nombre d'enfants touchés par le syndrome valproate ne cesse d'augmenter, la maman de Robin et de Jérôme décide de créer une association en 2014. Elle devient alors présidente de cette ASBL qui compte aujourd'hui près de 80 familles. On se rendait compte que les victimes étaient toujours de plus en plus nombreuses. Nous avons contacté les autorités de santé et les autres associations dans les autres pays européens de même pour pouvoir faire changer les choses, pour avoir une réévaluation du rapport bénéfice-risque. Heureusement, ces dernières années, il y a eu des changements. En effet, les experts de l'Agence fédérale des médicaments ont réévalué les risques du valproate et en 2013, la notice a été complétée. Donc on a clairement mis dans la notice que pour les enfants adolescents du sexe féminin et pour les femmes en âge de procréer, que le valproate est uniquement un traitement en dernière ligne. Donc après échec des autres traitements anti-épileptiques. Après, maintenant, on n'est pas encore assez loin dans la démarche, puisque même si la notice est très complète, il faut encore aller plus loin. Aller plus loin, c'est notamment déterminer les différentes responsabilités de ce scandale sanitaire. Depuis 2017, 4 familles ont décidé de saisir la justice. Leur avocat semble déterminé à gagner cette bataille. Je crois que les mamans sont en colère, et c'est une juste colère parce que l'injustice est quand même profonde. Qui est responsable? Est-ce que ce sont les usines pharmaceutiques? Est-ce que c'est le prescripteur? Est-ce que c'est l'Agence des médicaments? Est-ce que c'est le pouvoir public? Ça, le juge devra le savoir, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a un lien entre la prise de valproate et la pathologie des enfants. Depuis plusieurs années, la responsabilité des médecins semble clairement établie. Une erreur de prescription qui ne doit plus se reproduire. Pour Nathalie, il était donc urgent que les effets du valproate soient davantage connus. Depuis des mois, elle se battait pour rencontrer la ministre de la Santé, sans succès. Face à notre caméra, Maggie Debloc expliquait pourtant certaines mesures. Campagne d'information, rappel visuel sur les boîtes de médicaments, des projets de loi soutenus par Nathalie. J'ai demandé d'examiner la possibilité de faire des pictogrammes sur tous les médicaments qui ont le valproate. Et ça, on sait que la France l'a annoncé, mais il faut le mettre sur l'agenda européen. Il est inconcevable que demain, des mamans n'aient pas cette information et qu'elles ne puissent pas, en toute connaissance de cause, décider de leur avenir. C'est ce qui est vraiment primordial. Informée, sensibilisée, l'association des victimes du syndrome valproate n'était qu'au début de son combat. Les familles concernées doivent notamment faire face au manque cruel d'infrastructures pour accueillir leurs enfants dont le statut de victime n'est toujours pas reconnu. On veut être reconnu, mais on veut être reconnu pour l'avenir de nos enfants. Parce qu'après, il y a un après et il faut en tenir compte. Moi, je veux partir un jour sereinement, me dire que j'ai tout fait pour que mon enfant soit bien. Peut-être créer un centre et qu'il soit bien. C'est pas parce qu'il est différent et handicapé que je ne peux pas espérer le meilleur pour lui.
4 mois se sont écoulés depuis la diffusion de notre reportage. Et nous décidons de retrouver l'une de nos témoins. La situation a-t-elle évolué? Des avancées ont-elles été opérées en la matière? Audrey a posé ses questions à Nathalie. Nathalie, est-ce qu'il y a eu des avancées positives depuis la diffusion de notre reportage? Oui, en effet, il y a une avancée assez importante, donc c'est que nous retrouvons sur les boîtes de médicaments à base de valproate uniquement le médicament premier. On retrouve un avertissement concernant la dangerosité du médicament. Malgré tout, nous pensons, nous en tant qu'association de patients, que ça ne va pas assez loin. Au vu de ce qui se déroule déjà dans les autres pays, et notamment en France, où là, ils ont carrément donc, des avertissements visuels avec un texte, et tout ça en rouge et en noir. Donc quelque chose de vraiment plus visible. En Belgique, ça passe presque inaperçu pour la patiente. Aujourd'hui, donc, il n'est pas encore question en Belgique que ce logo apparaît sur les boîtes. Ah, pour le moment, c'était une promesse de la ministre au mois de mars, et nous voyons toujours rien venir. Justement, la ministre, vous souhaitiez la rencontrer, donc Maggie De Block. Est-ce que vous avez eu l'occasion de la rencontrer? Madame De Block ne souhaite toujours pas nous rencontrer. C'est pas faute d'essayer, à un moment donné, d'avoir une discussion de fond avec elle. Je crois que ce serait important qu'elle rencontre les associations de patients, au vu aussi de ce qui se passe quelque part en France, où là, quelque part, les avancées sont nettement plus importantes. Via notre émission, Nathalie réitère donc sa demande. Elle souhaiterait rencontrer la ministre de la Santé, Maggie De Block, afin d'apporter des solutions encore plus concrètes. Notre reportage a toutefois permis d'informer certains parents. Nathalie, est-ce que suite à la diffusion du reportage, vous avez des gens qui vous ont contacté parce qu'ils ont été interpellés ou parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être ils étaient dans la même situation que vous? Oui, nous avons des familles qui nous ont contactés, qui n'étaient pas du tout au courant. Et c'est grâce à ce genre d'émission que finalement les gens se rendent compte de quoi souffre leur enfant et pourquoi. Et donc ils sont très interpellés. Donc il y a encore beaucoup de familles qui ne sont pas au courant. Est-ce que si on arrête ce médicament avant de tomber enceinte, les risques du coup sont nuls? Nous nous interrogeons largement parce qu'on se rend compte justement que cette molécule fait vraisemblablement beaucoup plus de dégâts qu'on imagine. On s'interroge très fort quant aux enfants qui prennent cette molécule, aux papas qui en prennent et aux descendants des enfants qui en ont reçu pendant la grossesse de leur maman. Les effets néfastes de la molécule sont donc peut-être encore pires. Et Nathalie insiste, certains médecins prescrivent toujours le médicament à des futures mamans. Le combat est donc loin d'être terminé. Nathalie, aujourd'hui, l'ASBL continue son combat. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Oui, tout à fait. Donc l'ASBL continue à accueillir les victimes, à les informer, à les aiguiller, donc à les aider dans leur cheminement, avec le handicap de leurs enfants, la reconnaissance du handicap. Et alors, il y a la partie juridique, où donc des familles ont déposé plainte en janvier 2017. Et justement, est-ce qu'il y a eu du nouveau par rapport à cette plainte que vous avez déposée? Oui, le dossier avance. Donc, on a une juge d'instruction qui a été nommée. L'avocat poursuit ses investigations. La juge d'instruction instruit le dossier. Les familles ont été entendues, puisque c'est une plainte au pénal qui a été déposée. Et donc, voilà, on continue à rassembler les pièces et à être entendu, écouté. Donc on espère être convoqué prochainement par la juge d'instruction. Merci beaucoup Nathalie de nous avoir reçus aujourd'hui. On vous souhaite évidemment beaucoup de courage pour la suite et puis on ne manquera pas évidemment de prendre de vos nouvelles régulièrement. Merci Audrey. C'est ici que nous nous quittons. On se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour déjà la dernière émission consacrée au suivi de l'été. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.